Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour, je suis heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui. Alors vous le voyez, aujourd'hui, nous avons un décor un petit peu particulier. Nous sommes en effet les hôtes des studios de télévision du Parlement européen, et ceci grâce à Madame Anne André, qui est députée européenne, du membre des libéraux démocrates, et qui va présider un colloque que nous organisons très bientôt sur le thème « L'Europe, une chance pour la femme musulmane ». Alors ce colloque, il nous a été inspiré par notre ami Shemsi Sherif Khan, que vous connaissez bien, qui a déjà organisé le colloque que nous avions organisé l'année passée, au mois de février-mars. Et ce colloque, cette année-ci, disons-le d'emblée, se déroule au Parlement européen le vendredi 6 février prochain. Alors l'Europe, une chance pour la femme musulmane. Alors c'est un fait acquis, il y a, Madame André, beaucoup de femmes musulmanes en Europe. Quel problème pose la présence de ces femmes musulmanes en Europe, pour elles ou pour les Européens? Vaste question. Je voudrais tout d'abord vous dire qu'effectivement, d'emblée, j'ai accepté de présider ce colloque parce que je suis particulièrement attachée aux droits individuels, aux libertés, au respect des droits de l'homme et bien sûr de la femme. Qu'en tant que député européen, j'ai pu accomplir diverses missions dans les pays du Maghreb, du Machrek, d'Asie centrale et d'Afrique, parce qu'en Afrique, il ne faut pas l'oublier, il y a quand même pas mal de musulmans également, et que j'ai donc vu quel était le statut réservé aux femmes musulmanes dans ces différents pays. Est-ce que vous avez constaté beaucoup de différences entre le statut de la femme musulmane dans des pays africains ou asiatiques et le statut de la femme musulmane en Europe? Oui, c'est très difficile de comparer parce que quelque part, c'est un peu paradoxal. Il semblerait que dans ces pays musulmans, il y ait un peu plus de liberté accordée aux femmes par rapport au statut qu'on leur octroie ici dans les communautés religieuses en Europe. Mais votre réponse est assez paradoxale parce que je pense que communément, on croit l'inverse. On croit que la présence de la jeune fille ou de la femme musulmane en Europe est pour elle un gage de liberté. Non, malheureusement, je crains que ce ne soit pas vrai parce qu'effectivement, on les maintient dans cette communauté religieuse avec ce pouvoir masculin, il faut bien le dire, cette pression exercée sur les femmes qui fait que quelque part, elles sont plus enfermées qu'elles ne le sont dans leur propre pays ou dans leur propre région par rapport à leur présence ici en Europe. Ici, c'est un peu comme si elles étaient dans un grand village maghrébin ou musulman. Et donc, elles doivent démontrer qu'effectivement, elles respectent cette soumission qu'on leur impose, le port du voile, le fait aussi qu'elles ne peuvent pas, par exemple, épouser ou fréquenter un homme ou un compagnon d'une autre religion que la religion musulmane. Donc, elles sont cantonnées finalement dans cette religion musulmane absolument intégriste. Oui, mais dans ces pays, là, il y a l'application de ce qu'on appelle la charia, c'est-à-dire la loi musulmane, alors que en Belgique, en France, en Allemagne, dans les différents pays européens, c'est la loi civile de ces États qui prévaut. Ça devrait être la loi civile, et donc oui, effectivement, on peut imaginer que les femmes musulmanes qui vivent ici, comme nous tous, peuvent jouir de cette loi civile. Or, il semblerait qu'effectivement, la religion prédomine, et chez eux, on leur impose finalement cet intégrisme, cette soumission qui ne correspond pas à cette liberté qu'on aurait pu leur octroyer ou qu'on devrait leur octroyer puisqu'elles vivent ici dans une société libre et dans une société de droit. Donc vous dénoncez en quelque sorte un enfermement communautaire. Tout à fait. Vous dites qu'elles ne jouissent pas des libertés auxquelles peuvent prétendre tous les citoyens européens parce qu'on les enferme dans leur petite cellule communautaire. On les enferme et quelque part c'est vrai que quand on rencontre certaines femmes musulmanes, et moi j'en connais quand même pas mal ici en Belgique ou ailleurs en Europe, elles n'osent pas se libérer parce qu'elles savent bien qu'à l'intérieur de leur communauté, ça va poser des problèmes. Et donc, quelque part, malgré la liberté dont elles pourraient jouir, eh bien, elles sont soumises à cette obligation de respect et de soumission. Et donc là, c'est très grave, parce que je crois que
c'est pareil pour le port du voile, c'est un large débat et je ne pense pas qu'on va On peut trop en parler un petit aujourd'hui, peu. mais bon, à titre personnel, je suis opposée au port du voile. Je peux comprendre que c'est un débat beaucoup plus vaste. Je suis opposée parce que quelque part, effectivement, c'est montrer, c'est accepter cette soumission et donc ce manque de liberté et d'expression qu'elles pourraient avoir grâce au statut qui fait qu'elles sont dans un état de droit et de liberté. Et donc, pour ma part, je pense qu'on devrait quand même réfléchir sérieusement à cette problématique du port du voile. Alors votre tableau, enfin celui que vous brossez, est un peu sombre. Est-ce que l'on pourrait imaginer que les femmes de la troisième ou de la quatrième génération de l'immigration vont jouir davantage de liberté que les immigrés arrivantes? Oui, ben je l'espère, puisque nous sommes dans une société de droit et de droit civil, et que donc elles pourraient évidemment, en revendiquant ce droit, obliger les parents à accepter qu'elles vivent dans un état de droit et donc accepter de ne plus être soumises comme elles le sont actuellement de par cet intégrisme religieux. Donc la situation est telle, la question que nous nous posons bien sûr, c'est de savoir ce que l'on peut faire pour que les choses aillent mieux pour ces femmes musulmanes, pour qu'elles puissent jouir des libertés publiques dont nous jouissons tous. Alors quelles sont les perspectives, quelles sont les voies dans lesquelles on pourrait engager une action chez M. Cherif Khan? Et avant de répondre, je dirais précisément, et encore ça va être très difficile de répondre précisément à cette question, je voudrais davantage expliciter la problématique et en même temps essayer de répondre à la question. Quand on dit l'Europe, une chance pour la femme musulmane, avec un point d'interrogation, j'insiste, ce n'est pas par coquetterie. Pour moi, pour beaucoup de gens, le fait pour une femme musulmane de vivre en Europe est effectivement une chance, pourrait être une chance, mais il faut voir à quelles conditions et comment. Et c'est un peu l'évolution récente des choses qui nous a inquiétés et qui a, je dirais, inspiré ces colloques. On en a parlé entre nous avec Mme André qui connaît bien le monde musulman. Je dis l'évolution récente dans la mesure où dans les pays musulmans, même les plus conservateurs, les revendications allant dans le sens de l'islamisme politique restent généralement une revendication minoritaire combattue par les régimes en place. Ce n'est pas le cas. Il y a des pays comme l'Iran qui se proclament république islamique. Dernièrement, on a parlé de la nouvelle constitution de l'Afghanistan, république islamique, ça m'a fort inquiété, mais enfin, apparemment, dans cette constitution qu'il faudrait étudier de plus près, on parle de l'égalité homme-femme, ce qui est tout de même assez extraordinaire dans un pays qui se dit islamique, et en même temps, on reconnaît les droits des minorités éventuelles d'autres religions. Je ne sais pas s'il y a des minorités religieuses, sans doute en Afghanistan, mais en tout cas, cette constitution reconnaît. Mais dans la plupart des pays musulmans dont le droit est inspiré par le droit musulman, je voudrais mettre ces mots, droit musulman entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais le Coran n'est qu'une partie de ce droit, et l'essentiel de ce droit a été forgé par la suite par des hommes, et donc d'où l'opposition qu'on fait entre la loi d'Allah et la loi des hommes, et ce statut d'infériorité de la femme dont tu me parles, parce qu'il faut, dont nous parlons, dont il faut appeler un chat, il y a le statut de la femme dans l'islam, ou dans beaucoup de pays musulmans, est un statut d'infériorité, et c'est dû à la religion au sens large du terme, c'est-à-dire au sens large dans lequel l'homme a beaucoup contribué au fil du temps. Donc ce n'est pas que le Coran. Dans le Coran, on peut trouver des tas de choses positives ou moins positives, ou qu'on comprend comprend pas, qu'il faudrait peut-être adapter au goût du jour et interpréter suivant les problèmes ou la mentalité de notre époque ou de l'Europe. Donc une certaine évolution n'est pas du tout exclue, mais dans les pays musulmans, cette évolution ne se fait pas. Et paradoxalement, comme vous avez dit tout à l'heure, alors qu'en Europe, on devrait a priori s'attendre à une émancipation de la femme musulmane, c'est le repli identitaire ou la revendication identitaire
parce que l'islam en Europe est minoritaire, que les hommes, pères de famille, mettent l'accent sur cet enfermement de la femme qui est vraiment le plus grand symbole de l'identité religieuse de ces communautés minoritaires en Europe. Donc cet effet minoritaire, je pense, est à analyser en profondeur. Prenons un exemple concret. Nous savons bien que la femme ne jouit pas en tant qu'héritière dans les pays musulmans des droits qui sont ceux reconnus aux citoyennes européennes. D'un point de vue laïque, celui que nous défendons bien sûr, eh bien la loi civile belge, française, doit laisser sa part d'héritage à la femme au même titre qu'à l'homme. Est-ce que vous pensez que les usages coraniques, que la tradition de la charia pourrait aller au-delà de la loi civile allemande, anglaise, belge, française? Mais dans l'islam, rien n'interdit que, par voie de testament par exemple, on lègue plus à la fille, voire même qu'on lui lègue tout. Dans l'histoire, il y a des exemples, même dans l'histoire très proche de l'époque du prophète, donc ce n'est pas une invention récente. On connaît l'exemple d'un gouvernorat qui a été hérité par la fille du gouverneur qui venait de décéder parce que le fils ou les fils étaient considérés comme étant incompétents ou enfin dans l'exemple historique qu'on connaît, le fils n'avait pas toutes ses raisons et donc on a considéré que la fille étant beaucoup plus épanouie, intelligente, habile, cultivée, etc., que c'était à elle d'être investie de la responsabilité de diriger un gouvernorat, mais sous forme, à la limite, d'héritage. Donc, évidemment, ce sont des exemples relativement rares, et donc on pourrait dire exception confirmant la règle. Mais moi, je voudrais attirer l'attention sur un fait tout de même important. Les pays musulmans, comme par exemple la Turquie, c'est peut-être une exception, mais aussi la Tunisie, plus récemment le Maroc, mais aussi l'Égypte et d'autres, sont des pays qui commencent à entrer dans une tradition parlementaire. On peut dire beaucoup de choses sur la démocratie, les droits de l'homme, mais n'empêche que les lois qui dirigent ces pays sont des lois votées par des parlements. On peut dire des parlements croupions, mais ce n'est pas des religieux. Donc quand on parle de droit musulman, il faut encore savoir de quoi on parle. Alors ce qui se passe ici, et ce qui est choquant pour nous, c'est que les théologiens en Europe ont la prétention d'appliquer aux musulmans qui vivent en Europe la charia, donc la loi religieuse. Alors que dans les pays d'origine de ces mêmes musulmans, ce n'est plus du tout le cas. Alors c'est effectivement le climat de liberté, mais je voudrais tout de même dire aussi un peu de laxisme de la part de nos sociétés. D'un côté, l'extrême droite qui combat. Là, vous accusez nos gouvernements, vous dites laxisme. Peut-être un peu trop de tolérance à l'encontre de ces pouvoirs religieux. Tolérance ou plutôt indifférence? Non, non, je crois qu'on a voulu être très démocrate, très tolérant, très ouvert. On a accepté pas mal de mosquées, on a reconnu des pouvoirs religieux, etc. Et donc je crois que quelque part, on a peut-être été un peu trop, effectivement, laxiste ou tolérant, on peut l'appeler comme on veut. Et il faut savoir quand même que dans certaines de ces mosquées montent des mouvements islamistes, terroristes même, et on sait bien que c'est peut-être pas la majorité, c'est 4 ou 5%, mais sans doute il faudrait mettre le fer un peu plus dans cet aspect-là des choses, parce qu'il me semble beaucoup plus dangereux que d'autres aspects religieux. Et dans certains pays européens, on accepte le foulard. En France, on le refuse, on le sait bien. En Belgique, on se pose la question. Je ne vais pas vous demander de faire des prédictions, mais est-ce qu'en Belgique, vous pensez que le foulard va se maintenir dans la tradition scolaire? La Belgique est un pays un peu particulier. Hein. La Belgique, c'est pas la France. Et puis, notre pouvoir scolaire, éducation, etc., est communautarisé. Oui, il dépend de différents types de pouvoirs. C'est sûr que si la communauté française interdit le port du voile, il n'est pas dit que la communauté flamande va le faire également. Donc je pense que c'est très difficile d'imposer quelque chose à ce niveau-là. Je crois qu'effectivement, pour le moment, on n'a pas connu trop de problèmes, et ce sont les pouvoirs des écoles qui ont décidé s'il fallait ou pas. C'est vrai qu'il y a
des moments où on doit interdire le port du voile parce qu'il y a la pratique de la gymnastique ou de la natation, peu importe, tous ces cours à mixité font que les filles sont bien obligées d'enlever leur voile. Et jusqu'à présent, il faut reconnaître que ça n'a pas posé trop de problèmes. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est justement cette démonstration de soumission de la fille musulmane. Pourquoi? Parce qu'on pratique une religion, devoir le démontrer à la face du monde. Je crois que la religion, c'est quelque chose de très personnel qu'on a en soi, et si on veut porter le voile dans la mosquée ou chez soi, ben, on est libre de le faire. Pourquoi ostensiblement vouloir faire la différence et montrer cette différence alors qu'on prône l'intégration de ces peuples qu'on a accueillis chez nous et qu'on n'a pas mal accueillis, il faut bien le reconnaître. L'intégration se passe plus ou moins bien, il faut aussi le reconnaître. Donc pourquoi eux veulent-ils absolument montrer cette différence? C'est ça que moi je n'accepte pas. Et quand on dit montrer cette différence, je pense malheureusement que trop souvent on l'impose aux femmes, cette différence. Mais n'est-ce pas aussi le fait des groupes minoritaires en général? Si nous sortons des questions religieuses, on sait bien que les skinheads se promènent le crâne rasé. Vous allez me dire, oui, mais ils ne sont pas obligés de le faire, oui. Tandis que la femme, la jeune fille musulmane, elle doit le faire. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer que cette femme à qui on impose quelque chose, que ce soit le port du foulard ou autre chose, aille devant les tribunaux, belges, français, etc., et revendique contre... Mais elle se mettrait au banc de sa société, au banc de sa communauté, au banc de sa famille sans doute, si elle le faisait. Donc, tant que la mentalité générale n'évoluera pas, pour la fille, ce sera très difficile, évidemment, de marquer cette différence. Or, c'est vrai que nous sommes dans un pays où on prône l'égalité des sexes, et donc, pour moi, c'est tout à fait normal et logique, et c'est pour ça qu'on dit... c'est peut-être une chance pour la femme musulmane parce que nous avons défendu depuis toujours cette égalité homme-femme et que maintenant elle est acquise pour nous tous Européens. Donc pourquoi pas donner une chance à ces femmes musulmanes de pouvoir aussi obtenir cette égalité? Je pense qu'il faudra peut-être encore un peu de temps, mais sans doute c'est une chance pour elles. Oui. Donc il faut essayer de lutter contre les effets du communautarisme, en quelque sorte. Pour moi, oui. C'est là qu'il faut porter l'action essentielle. Alors notre colloque est un colloque de réflexion philosophique. Alors nous avons des invités belges, des invités étrangers. Parmi les invités belges, nous avons le plaisir de compter Antoine Duquesne, qui est président du mouvement réformateur et ancien ministre de l'Intérieur. Donc j'imagine qu'il connaît fort bien le problème. Nous avons aussi le philosophe Guy Archer, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles. Mais nous avons aussi, Shemsi, nous avons aussi beaucoup d'invités étrangers. Alors lesquels? À qui avez-vous pensé? Précisément, ces invités étrangers sont des grands spécialistes de la question. Donc, ce sont des professeurs d'université, des hommes, des femmes, et des Marocains, des Tunisiens. Ce sont les deux principaux pays qui nous fournissent des musulmans en dehors de la Turquie. Je dois rappeler ici que le colloque se tient sur un jour, donc on ne pouvait pas avoir beaucoup plus de monde que ce qu'on a prévu, mais que dans les actes, il y aura des contributions écrites de la part d'autres personnes qui ne pourront pas être à la tribune lors du colloque, et nous espérons évidemment avoir aussi des gens qui nous parleraient un peu de la situation, par exemple de la Turquie, qui est tout de même un pays extrêmement important pour nous Européens, puisque c'est un pays membre. Donc avec la future membre, avec la Turquie, on va compter tout de même dans les 100 millions de musulmans en Europe. Il faut mettre les mots entre guillemets, parce que enfin, ce sont des gens de culture musulmane en tout cas. Moi, je me définis comme étant de culture musulmane et personne ne peut me dénier ce droit. D'ailleurs, c'est un fait, je suis de culture musulmane, peu importe si je suis croyant ou pas, ça c'est une question d'ordre tout à fait personnel. Mais le fait est que je suis de culture musulmane, comme beaucoup de musulmans qui vivent en Europe. Donc là, je voudrais revenir un instant. C'est vrai que ceux qui participent de ce communautarisme, je pense. Hein. Mais non, il faut le dire clairement. Je suis en fait tout à fait conscient du danger du communautarisme et je le combats, je le dis franchement. J'estime que c'est au détriment des musulmans eux-mêmes et de leur intégration. Le communautarisme est tout
tout le contraire de l'intégration. Il n'y a pas à tourner autour du pot. Alors si on plaide pour l'intégration, il faut effectivement combattre le communautarisme, d'autant plus que ce communautarisme-là, vous pourrez me dire, les Juifs ont aussi une certaine tradition de vie en communauté, etc. Mais ces communautés-là sont tout à fait, ces religions ont fait leur aggiornamento, ont relégué la religion à la sphère privée. Ce n'est pas encore le cas de l'islam. Et c'est un peu là que, je dirais, le bas blesse, et c'est là que se situe l'enjeu principal, notamment de ce colloque. C'est, on parle de l'égalité homme-femme, même en Europe, s'il existe une égalité de droit. Dans le droit, cette égalité existe. Peut-être qu'il y a encore des choses à améliorer. Dans les faits, il y a encore beaucoup plus de choses à améliorer. Ça, c'est une certitude. Mais s'agissant des femmes musulmanes, dans le droit musulman, même s'il ne s'applique pas en Europe, mais puisque traditionnellement, familialement, on applique aux femmes tout de même, on leur fait peser le poids de la tradition, donc du droit musulman, il y a même des revendications communautaristes, allant très clairement dans le sens de laissez-nous, au nom de la différence culturelle, le droit d'appliquer à nos gens, au sein de notre communauté, notre propre loi, sous-entendue d'inspiration religieuse, si pas tout à fait religieuse. Donc c'est là qu'il y a un problème. Pour la femme musulmane, il faut d'abord faire en sorte comprendre aux musulmans qui vivent en Europe, et ça c'est le rôle des États membres, mais aussi de l'Europe, du Parlement européen par exemple, faire comprendre que, comme vous avez dit tout à l'heure, le statut des personnes, c'est la loi qui définit. Donc là, nous sommes sur le plan du droit. Alors, pour les femmes musulmanes, donc, il y a effectivement un problème à régler à ce niveau-là. Moi, je ne pense pas qu'en tant que religion, l'islam soit fondamentalement ou foncièrement misogyne. En tant que système juridique qui s'est développé, qui est d'inspiration religieuse, ça c'est très différent, mais il faut faire en sorte que l'islam reste une religion respectable, la spiritualité musulmane est respectable, pour autant qu'elle reste dans le domaine de la croyance privée. Mais dès lors qu'on se mêle de l'espace public, on se mêle de vouloir définir le statut des personnes, notamment des femmes, par des lois ancestrales, dont certaines sont antérieures à l'islam d'ailleurs, et à ce moment-là, je dirais que ça ne va plus. Donc en Europe, nous devons être conscients de ce fait-là et plaider dans le sens de cette distinction. Maintenant, l'égalité homme-femme, c'est aussi sur une question de fait, qu'on a dit ça pour les femmes européennes en général, mais c'est encore plus grave pour les femmes musulmanes. Et là, quelqu'un comme Eliane de Prost, directrice adjointe du Centre pour l'égalité des chances, qui est une femme de terrain qui connaît bien la musique, ça fait des années qu'elle travaille dans ce secteur-là, fait œuvre utile. Elle va nous parler des femmes musulmanes sous le poids de l'immigration. Les femmes musulmanes, du fait de leur infériorité de statut dans leur propre communauté, mais aussi du fait de l'infériorité factuelle de leur statut socioculturel. Ce sont des femmes qui ont quitté les villages, qui sont arrivées ici, certaines ne sachant même pas lire et écrire. Donc il y a un handicap au départ, mais c'est surtout là qu'il faut se dire aussi que fait l'Europe pour que le fait pour ces femmes de vivre en Europe devienne une chance. Et là, je pense, je me tourne vers la députée européenne, pour dire que là, je pense qu'il incombe beaucoup de choses, de responsabilités aux Européens qui accueillent ces populations, et ces populations sont devenues des Européennes, donc il se crée une espèce de classe sociale inférieure, quelles que soient ses convictions religieuses, et là, nous devons être très attentifs, d'autant plus que justement, cette infériorité se complique par le fait de la religion et par le fait des gens qui exploitent cela. Alors, nous avançons dans le chemin d'une Europe laïque, Anne-André. Pour moi, évidemment, c'est une réalité. J'aspire évidemment à ce que ce soit ainsi, et on s'est assez battu d'ailleurs lors de la Convention européenne pour écarter l'article 51 prônant effectivement la religion dans la Constitution. Donc je crois qu'effectivement l'Europe doit rester laïque, la religion a sa place, mais je le répète, c'est une chose absolument individuelle et personnelle. Nous sommes tous nous vivons dans des États de droit, dans des États laïques, avec une séparation entre l'Église, qu'elle soit de n'importe quelle obédience, et l'État, et il faut évidemment que ça reste ainsi. Et donc je pense que
nous évoluons dans le bon sens et en tout cas nous devrons rester vigilants et attentifs. Nous avons des nouveaux pays qui vont nous rejoindre, dont on sait que certains sont particulièrement impliqués dans ce fait religieux. La Pologne, par exemple, est un des pays qui revendiquait effectivement que la religion apparaisse dans la Constitution. Donc je crois que nous devons continuer à rester vigilants, que ce soit pour nous-mêmes Européens ou que ce soit pour ceux que nous avons accueillis. Eh bien, je vous remercie, Anne-André. Je vous remercie, Shemsi Cherif Khan, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Nous avons essayé de présenter le colloque que La Pensée, les Hommes et la Fédération humaniste européenne organisent prochainement, c'est-à-dire le vendredi 6 février de 9 à 18 heures dans les locaux du Parlement européen. Nous vous remercions pour votre aide. Il faut s'inscrire pour participer à ce colloque. Dans le générique final, vous aurez le numéro de téléphone de La Pensée les Hommes où l'on peut s'inscrire. Je vous remercie donc pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui que nous avons réalisée dans les studios télé